Et effectivement, il y a également des études qui confirment cela. Donc, le mauvais exemple des parents aussi est un facteur qui favorise vraiment l'obésité. En dehors des facteurs alimentaires, il faut voir la sédentarité. Et parlant de sédentarité, il y a la télévision, les écrans, les consoles de jeux vraiment qui favorisent énormément cela, qui entraîne une diminution de l'activité physique. En plus de cela même, une mauvaise qualité de l'alimentation et le manque de sommeil. Maintenant, il y a également le manque de sommeil comme facteur qui ne sont pas forcément liés aux écrans, aux consoles de jeux, qui sont liés parfois au fait que les parents même dorment tard. Et donc, les enfants aussi dorment également tard parce que, comme nous le savons, pour qu'un enfant, par exemple, de 5 ans, même de 4 ans, aille vite se coucher, il faut que tout soit au calme 1 heure avant. Donc, si le parent est encore, est encore en éveil, c'est normal que l'enfant soit en éveil. Et tout ça est de nature à favoriser l'obésité. Alors, j'ai pris le temps d'insister sur ces facteurs favorisants parce que c'est à partir de ces facteurs favorisants qu'on peut, au décours d'un entretien, vraiment donner des conseils personnalisés. Parce que, bon, il ne s'agit pas pour nous, en tant que professionnels de santé, juste de dire aux gens, bon, oui, voilà, il faut faire ça, comme les parents savent ça. Quand ils vont sur l'Internet, ils savent qu'est-ce qui peut donner l'obésité. Mais quand on arrive à leur dire, bon, à les écouter, à leur dire, nous avons constaté tel facteur qui sont propres à vous. Et c'est sur ça qu'on va agir, c'est important. Donc, ces facteurs favorisants sont à maîtriser. Alors, parlant des causes proprement dites de l'obésité, il y a les causes communes. Vous allez me permettre de passer rapidement sur les autres causes. Il faut juste savoir que quand on a un cas d'obésité, il faut pousser un peu pour voir si au-delà du fait que c'est une obésité commune, c'est-à-dire juste les facteurs favorisants, la notion d'antécédent. Et dans ce cas, on remarque que l'enfant, que sa taille évolue également un peu plus par rapport à son âge. Il faut savoir qu'au-delà de l'obésité commune, il y a également les autres causes d'obésité. Et il faut les rechercher et procéder à un diagnostic d'élimination, même si ces causes sont rares. Moi, dans ma pratique, en tant que pédiatre, je m'est déjà arrivé de tomber sur 2 ou 3 cas d'obésité qui sont en fait en rapport avec d'autres causes qui n'étaient pas vraiment juste des causes en rapport avec les facteurs que nous venons de voir. Alors, nous abordons à présent les complications. Et les complications également doivent nous tenir à cœur. Nous devons les rechercher parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des problématiques que l'obésité pose chez l'enfant, puisque l'obésité de l'enfant va le conduire vers l'obésité déjà de l'adulte. Ça, c'est déjà la première conséquence qu'il faut voir. Mais c'est qu'il y a des atteintes somatiques au plan neurologique, cardiovasculaire, pulmonaire, rénal, musculo-squelettique. C'est-à-dire que l'obésité a un impact sur pratiquement tout ce qu'il y a comme organe. Mais il y a également l'impact psychosocial qu'il faut voir parce qu'un enfant en devenir, c'est important qu'on tienne compte de son mental aussi. Au plan métabolique, je suis revenu rapidement sur quelques complications qu'on a couramment, qui est l'insulinorésistance, l'intolérance au glucose. Donc, quand on demande des bilans, dans le cadre de l'évaluation, on peut se rendre compte qu'on a des glycémies qui sont autour de 1 gramme, autour de 1,10 g. Donc déjà, c'est vrai que ce n'est pas déjà l'état de diabète, mais il faut le savoir et l'expliquer aux parents. Et dans l'insulinorésistance, il y a également une affection dermatologique qu'on a souvent, l'acanthosis. Et donc, bon, j'aurais pu mettre une image pour l'illustrer. Donc, qui est vraiment, quand on le voit sur le corps de l'enfant, ça montre déjà que cet enfant est en insulinorésistance. Il y a les complications respiratoires et cardiovasculaires, et là, il y a les enfants obèses qui souffrent d'apnée de sommeil, c'est rare, mais c'est potentiellement grave. L'hypertension artérielle, on l'a, même si c'est dans moins de 10% des cas, tel que c'est rapporté dans la littérature. Il y a également des cas d'asthme. Et comme je le disais, il y a les complications psychosociales qui vont entraîner une diminution de l'estime de soi, des troubles anxieux, et qui vont même faire que l'enfant
c'est-à-dire des difficultés par rapport au rapport que l'enfant doit avoir avec ses collègues, avec ses camarades et tout. Et ces complications sociales font, c'est-à-dire à long terme, puisque, comme je le disais, l'obésité de l'enfant, ça va évoluer vers l'obésité à l'âge adulte, mais c'est que ça va impacter également la productivité au travail et ça va créer une charge financière, donc des coûts directs et indirects qui ont été décrits 8 fois plus élevés dans certaines études. Donc, il est impératif pour nous, au regard de tout ce que nous venons de voir, d'effectuer un dépistage, une prévention précoce de l'obésité de l'enfant pour assurer une bonne santé, non seulement pendant l'enfance, mais surtout à l'âge adulte, puisqu'on ne cessera jamais de le dire. N'oublions pas que ce sont nos enfants aujourd'hui qui vont nous garder demain. Alors, donc, une fois ce dépistage fait, l'évaluation à partir de tout ce que nous venons de dire doit être faite et l'enfant doit être pris en charge, bien évidemment. Et donc, l'évaluation, on peut la faire, c'est-à-dire on doit la faire d'ailleurs en voyant pratiquement tous les aspects, c'est-à-dire l'examen somatique, le psychique de l'enfant, il faut voir l'enfant, il faut voir sa famille également, les habitudes de vie, ça on en a parlé tout à l'heure, les aspects culturels, il faut voir le retentissement de l'obésité sur l'état de santé de l'enfant, ça fait allusion aux complications et tout. Il faut voir déjà qu'est-ce qui a été fait comme prise en charge antérieure, il faut voir quelle est la capacité de cet enfant et de sa famille, quelle est la compliance par rapport au changement des habitudes de vie, l'aspect psychologique, affectif, la situation sociale, économique. Et parfois, il y a des gens, et c'est ce qu'on observe dans beaucoup d'études, que c'est la situation sociale favorable qui maintenant favorise l'obésité. Donc, c'est les parents, les enfants dont les parents ont plus de moyens qui sont obèses, la scolarité de l'enfant, il faut voir tout ça, la situation familiale. Mais le plus important, c'est qu'il faut faire cette évaluation en ayant à l'esprit que c'est une évaluation qui va conduire à un traitement et qui va permettre également d'identifier les acteurs qui vont intervenir dans la prise en charge de cet enfant. Et donc, l'évaluation, comme je l'ai dit, elle concerne la famille, elle concerne l'enfant, mais elle vise un traitement et elle vise à rechercher les acteurs qui vont intervenir par rapport, c'est-à-dire dans la prise en charge. Alors, donc, concernant l'enfance, qui est ce qu'on évalue, qui est le minimum qu'il faut évaluer, c'est l'habitude alimentaire. Il faut voir la quantité, la qualité, la fréquence des repas. Souvent, les fiches de renseignement sont bien élaborées. On en sait ces informations-là facilement. Et au cours de l'entretien, on essaie de creuser un peu plus. Il faut voir l'activité physique quotidienne. C'est-à-dire, ça fait allusion à tout ce qui est tâches domestiques et tout ça. Mais il y a également l'activité physique structurée, le sport. Aussi bien en milieu scolaire qu'en milieu extrascolaire. Et de plus en plus, on se rend même compte qu'avec les effectifs qu'on a dans les classes, on se demande vraiment si le sport est bien fait en milieu scolaire. Donc, il faut évaluer également tout ça. Il faut voir le degré de sédentarité, le comportement psychologique. Quelle est la signification attribuée à l'obésité de l'enfant par l'enfant lui-même et quelle est la signification attribuée à cette obésité par la famille. Parce qu'il nous est déjà arrivé en entretien de voir une maman nous dire que c'est parce que le pédiatre a mis beaucoup de vitamines à l'enfant que l'enfant est devenu obèse alors que c'est un enfant qui a fini déjà de prendre les vitamines qu'on lui a mis depuis, mais qui au petit déjeuner, un enfant d'à peine 10 ans, qui prend 2 pains. Et ce n'est pas des pains simples, c'est des pains chargés. Et quand on évalue l'apport journalier, c'est-à-dire le pourcentage, la proportion en matière d'apport journalier recommandé pour cet enfant, rien qu'au petit déjeuner, il est déjà à près de 60% de ce qu'il est censé consommer comme énergie dans la journée. Donc, c'est important de voir cette signification et de travailler également dessus. Il faut voir le degré de motivation et d'engagement des parents et tout ça là. Il faut voir qu'est-ce qu'ils ont reçu au-delà
de la famille et autres, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme aide à la motivation de l'enfant et de la famille, parce qu'il faut voir également qu'est-ce que la communauté, tout ça, pense, quelle influence la communauté a également sur l'enfant et sur la famille. Alors, les modalités de prise en charge, ça se déduit déjà de tout ce qu'on a dit, c'est que pour prendre en charge, c'est qu'il faut travailler à une modification durable des comportements alimentaires et des autres aspects du mode de vie de l'enfant et de la famille. Et on le fait pour stabiliser l'excès de poids et non l'indice de masse. C'est corporel en valeur absolue. Et ça, c'est déjà le premier niveau d'objectif. Et ensuite, la réduction de l'excès et non l'IMC. Et il faut également travailler à dépister et à traiter les principales complications. Et il faut comprendre aussi que la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Bon, rester seul dans son coin en tant que nutritionniste et tenter de gérer un enfant obèse, je ne sais pas. En tout cas, pour ce que j'ai vu également dans la littérature, c'est des équipes de prise en charge. Je ne sais pas pour les nutritionnistes ou les pédiatres, peut-être qui essaient seuls ce que ça donne. Donc, la prise en charge doit être multidisciplinaire et elle doit être individualisée. Donc, ce n'est pas des plans types qu'il faut donner ou bien des conseils types qu'on a déjà mis sur des feuillets qu'il faut donner. Non, il faut que ça soit individualisé, personnalisé et tenir compte de tout ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et donc, pour ça, il y a la prise en charge diététique. Il faut réduire les quantités ingérées. Il faut voir les préférences des aliments. Et puis, conseiller les aliments à faible densité énergétique ou à faible indice glycémique. Il faut travailler à l'abolition du grignotage. On peut énumérer également d'autres actions à mener. Il y a les activités physiques, la lutte contre la sédentarité. Là, il faut conseiller les activités physiques quotidiennes comme la marche, le vélo, prendre les escaliers, la pratique d'une activité régulière, ludique, comme par exemple la danse. Les enfants qui jouent sur la cour, qui courent, qui font des courses avec des pneus, qui lancent des balles contre le mur, qui sautillent, voilà, donc, et réduire les loisirs sédentaires comme la télévision, les jeux sur ordinateur et autres. Et il faut travailler en concert avec le psychologue ou un faisant fonction de psychologue à la motivation de l'enfant et à sa famille, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas. Il faut analyser les difficultés qu'ils vont rencontrer et lutter contre les idées reçues, les idées préconçues, les mentalités, j'allais dire. Alors, quand on a fait tout ça, c'est que le suivi, c'est un truc chronique, donc il faut un suivi qui doit également être multidisciplinaire en partenariat avec l'enfant et avec sa famille. Le rythme de suivi sera en fonction non seulement de l'évolution du poids, mais également de la motivation des parents, parce qu'il ne sert à rien de leur mettre une pression. Il faut travailler sur leur motivation et aller à leur rythme. Et l'objectif à long terme, c'est de stabiliser le poids. Mais c'est vrai qu'il y a des cas où vraiment on est déjà dans le cas d'une obésité morbide, puis il faut réduire pour vraiment rentrer au moins en deçà de 85e percentile. Et il faut noter que dans près des 2/3 des cas, l'obésité évolue vers l'âge adulte. Donc ça, c'est pour parler un peu de pronostic. C'est vrai que j'ai vu des études, une étude qui a été faite en France où ils ont essayé d'évaluer les enfants qui ont été suivis sur 10 ans. Et on s'est rendu compte dans cette étude que 50% au moins ont eu le résultat et même à l'âge adulte ont conservé leur poids. Donc, nous ne nous focalisons pas sur les 2/3, faisons le maximum, faisons de notre mieux. Alors, en matière de prévention, la prévention elle est très, très importante. Il faut promouvoir l'allaitement maternel, comme on l'a vu tout à l'heure dans les facteurs favorisants. Il faut de bonnes habitudes alimentaires dans le cadre familial, dans le cadre scolaire. Il faut augmenter le niveau d'activité physique et sportive quotidienne pour tous. Et là, il faut le travailler dessus à plusieurs niveaux. Donc, s'il y a des gens ici, parmi nous, qui sont à des niveaux de décision, il faut voir également comment faire pour que ça ne soit pas seulement au niveau de la famille, mais que ce soit des programmes vraiment conçus, des projets carrément dédiés à ça pour augmenter le niveau d'activité et sportive quotidienne pour tous. Il faut renforcer les messages de santé publique et réduire la pression publicitaire. Ce que nous mettons dans la pression publicitaire, c'est tous ces messages qui nous inondent, qui fait le marketing et qui impactent vraiment le comportement alimentaire.
C'est pendant que on ne diffuse pas beaucoup de messages pour inciter les gens à bien manger. C'est que dans le même temps, il y a beaucoup de publicités qui sont faites sur les biscuits, les bonbons, les chocolats, tout ça. On prend la peine de mettre que l'abus nuit, comme on le voit souvent dans le tabac, mais bon, cette pression est là quand même et il faut travailler à le réduire. Il y a également la surveillance à chaque consultation de la cour d'IMC pour faire le dépistage. C'est déjà un premier niveau. Nous sommes d'accord. Et plus particulièrement quand on sait que l'enfant est à risque d'obésité. S'il a au moins un des parents qui est déjà obèse, ou bien si on voit qu'il y a une précocité du rebond d'adiposité avant 6 ans, comme je l'ai vu tout à l'heure. Et il faut des mesures préventives, parmi tout ce que je viens de citer tout à l'heure comme mesures curatives. Mais là, j'insiste sur l'éducation des familles, c'est-à-dire l'information et l'éducation des familles. Et ça, nous devons pouvoir le faire lors de nos consultations, même quand les enfants ne sont pas obèses, encourager les parents à attirer leur attention, nous intéresser un peu à leur alimentation. Alors, en guise de synthèse, je voudrais que nous retenions que l'obésité implique une prédisposition génétique, mais qui va être révélée par un environnement obésogène, donc des facteurs favorisants. Le diagnostic repose sur l'indice de masse corporelle, pas en valeur absolue, mais il faut cette comparaison aux normes pour l'âge chez les enfants. Les complications, c'est vrai que c'est rare pendant l'enfance, mais il faut les rechercher et les prendre en charge. La motivation de l'enfant et des parents, c'est un prérequis. C'est-à-dire, sans ça, la prise en charge ne peut pas aller loin. Et cette prise en charge se base non seulement sur des conseils diététiques, mais sur l'activité physique et surtout sur le soutien psychologique. Donc, il faut vraiment collaborer avec les psychologues, les assistants sociaux. Le suivi est multidisciplinaire en partenariat avec la famille. Donc, il faut donner accès d'ouverture, un peu de gentillesse. C'est vrai qu'on prône pour l'empathie, mais il faut s'intéresser vraiment à la famille et les accompagner, comme c'est souvent le cas dans beaucoup d'affections et chroniques, comme les enfants conçus pour le VIH et tout. L'objectif, c'est de stabiliser le poids, mais au besoin de travailler à une réduction de poids. On voit dans des documents où on donne des objectifs de poids, là on laisse les coûts à chaque équipe, mais l'objectif c'est qu'il faut stabiliser et réduire le poids. La prévention elle est possible, mais comment déjà par le dépistage, l'information et l'éducation de la famille. Donc voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous. Monsieur Fabrice, je ne sais pas combien de temps j'ai pris. Je voudrais avoir le retour de votre part d'abord, avant de voir si on peut aller sur les cas pratiques ou bien s'il faut passer directement aux questions-réponses pour une meilleure gestion du temps. Je vous remercie pour l'attention. Merci beaucoup, docteur. Ce que je viens de dire. Alors donc, c'est un garçon de 7 ans qui a un indice de masse corporelle à 28,6, 88. Et quand on projette sur la courbe, il est obèse. Ses parents aussi sont obèses. Et c'est un enfant, c'est un fils unique. 87. C'est un fils unique qui est dispensé de toute tâche domestique. Donc, il ne fait rien comme tâche domestique. Il passe plus de 3 heures de temps par jour devant les écrans, même quand il doit, même les jours ouvrables où il va en classe, même à 16 jours de cours. Donc, quand il rentre à 18 heures, il peut rester à regarder la télé jusqu'à pratiquement 22 heures avant d'aller se coucher. Il fait en moyenne 8 heures de sommeil. C'est un enfant qui est timide et qui n'aime pas quand ses camarades le traitent de gros. Et la décision de suivre un programme alimentaire ne venait pas de lui-même ni de ses parents, mais ça venait de leur pédiatre, d'un collègue. Alors, comme information nutritionnelle, son alimentation n'était pas équilibrée, il n'aime pas les légumes. Il prend des portions exagérées de céréales et de féculents. Et quand nous disons exagéré, c'était vraiment exagéré. Quand on a évalué, par exemple, les portions de féculents, c'est-à-dire riz, pas tout ça là, dans une journée, il était déjà pratiquement autour de 7 portions, alors que pour son âge, 4 portions déjà, c'est bien. Et c'est un enfant qui griotte beaucoup, qui prend tous les jours des boissons sucrées, il se sert au frigo, il mange tard. Parfois, il peut manger même à 21h, même parfois, il mange même au lit. Il prend des pommes, des trucs comme ça au lit. Et donc, on a fait un entretien avec lui qui a duré 1 heure. Il était accompagné de sa maman.
Bon, j'étais présent en tant que pédiatre spécialisé en nutrition. Il y avait la diététicienne et l'assistante sociale. Et l'objectif de cet entretien, ça a été une prise de contact. Donc, ça nous a permis de relever les facteurs favorisants et on avait visé, à partir de cet entretien, de faire des recommandations de base et de donner des rendez-vous pour des séances de motivation et de sensibilisation à une alimentation saine, ce qui a été fait. Et donc, comme recommandation de base, nous lui avons dit, au-delà de tout ce qu'on a, qu'il n'a qu'à aller au lit à 22 heures. On a mis ça au droit parce que lui avait déjà l'habitude d'aller au lit à 22 heures. Même si sur le lit, il avait parfois des trucs à grignoter sur lui, on lui a dit d'aller au lit à 22 heures, de ne pas passer plus de 2 heures de temps devant les écrans par jour. Donc, ça a été une négociation pour que lui et nous, on s'entende. Et on a défini des horaires bien précis pour qu'il puisse suivre des émissions préférées. Et on a tenté de lui enlever 2 jours de la semaine. Bon, il a accepté tant bien que mal. On espère que ça va suivre. On a négocié avec lui. Et ça, on a été ferme pour qu'il participe aux tâches domestiques. Il faut qu'il balaye sa chambre, qu'il puisse faire semblant de faire la lessive, de faire la vaisselle, de nettoyer le sol. Et on lui a dit, il faut qu'il danse 10 à 15 minutes les soirs après le dîner. On a fait une séance de démonstration. On a mis une musique. On a essayé de danser avec lui. Et on a simulé la corde à sauter, des ciseaux, des trucs qu'il doit faire en comptant de 1 à 30. 5 à 10 fois par jour. C'est vrai, on a mis des objectifs, on sait qu'il va faire ce qu'il peut. Là aussi, on a fait la démonstration. Et en matière d'alimentation, on lui a demandé tous les matins, quand il se réveille, de prendre un verre de thé. Ça peut être citronnelle ou citron. Il aime un truc de menthe là, donc on lui a dit de prendre aussi. Avec un fruit, ça peut être de la pomme, bien de la banane faite. À 10 heures, il prend une petite tasse de bouillie de 250 ml de maïs ou de mil, comme ils sont en vacances maintenant, avec une omelette, alors qu'avant, il allait à 2, avec un quart de pain de 150, alors qu'avant, il pouvait prendre pratiquement au moins demi. Et donc, à midi, on lui a dit, il faut qu'il prenne un verre de citronnelle, tiers 30 minutes avant le déjeuner, de manger ce qu'il veut au choix, mais de faire en sorte qu'il ait un demi-bol de légumes et un fruit. Donc, comme on ne peut pas lui interdire des choses, on lui a dit à 16h ou à 17h, il peut prendre du biscuit, du chocolat, yaourt et des fruits. On n'a pas précisé. On l'a laissé vraiment la liberté de faire ce qu'il veut là. Mais avant 20h, on l'a recommandé d'éviter, on a demandé à la maman d'éviter de lui donner du riz, d'éviter de lui donner la pâte de maïs, le pain, le macaroni et à l'oco, les boissons sucrées, et de privilégier plutôt les légumes, les haricots, le poisson, la cassave, la pâte de cosselle. Tout ça dans un climat de négociation. Donc, c'est un accord. Et surtout de ranger hors du regard de l'enfant tout aliment à partir de 20 heures. Parce qu'un enfant qui va au lit avec des biscuits, des trucs comme ça, donc on a dit de voir tout ça. Et la diététicienne a eu, une semaine après, une séance d'entretien avec lui pour échanger autour des facteurs favorisants au sein de la famille, pour expliquer à la maman les bases d'une alimentation variée et équilibrée, comme par exemple les heures de repas et comment il faut concevoir les plats, les portions et autres. Et l'assistance sociale également a eu un entretien séparément avec la maman pour renforcer le rôle des parents dans la motivation et la discipline et comment les parents doivent donner le bon exemple. À cette séance, par exemple, on s'est rendu compte que les parents jusque-là ne comprenaient pas parce que pour eux, c'est le pédiatre qui a dit cela. Et cette séance, par exemple, a permis de convaincre un peu la maman sur l'importance de faire le suivi. Je reviens un peu sur la séance avec la diététicienne pour nous montrer un peu comment on fait ça. On établit les besoins de l'enfant, on indique les portions journalières de chaque groupe et on essaie de répartir. Donc, si on sait par exemple que l'enfant doit prendre 1800 kilocalories, on peut déjà lui dire, voici les céréales, telle portion de viande, telle portion d'haricots, légumes, tout ça. On essaie de répartir dans un tableau et on commence à discuter et on leur montre la notion de portion. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe avec la nutritionniste. Et la notion de portion, on peut le montrer à partir de cette image sur laquelle je reviens, ou bien à partir du guide alimentaire du Bénin qui indique les portions. Avec le psychologue, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la mère, les avantages n'étaient pas bien perçus. Donc, elle-même étant obèse, c'est normal que son enfant le soit. Donc, ça permet vraiment à l'équipe de situer vraiment cette maman sur l'étape dans laquelle elle est par rapport aux étapes de changement. Donc, je rappelle rapidement les étapes de changement.
On sait que quand on est dans l'étape de pré-contemplation, qu'on n'a aucune motivation, on ne perçoit pas les avantages. Déjà, à la contemplation, bon, on commence déjà par hésiter, par avoir du doute. Donc, il y a un début de motivation. Mais la motivation vient vraiment quand on est déjà dans la préparation. Donc, voilà. En tout cas, c'est des notions sur lesquelles je nous invite à également aller lire. Parce que c'est très important. Donc, c'est ce que le psychologue nous a aidé à faire. Et ça, vraiment, bon, on a trouvé que c'est important et que ça va nous aider. S'il le faut même à travailler sur ça avant d'espérer quelque chose du point de vue diététique et tout. Alors, donc, ce que je voudrais que nous retenions par rapport à cette pratique, les leçons, c'est qu'il faut comprendre les causes du surpoids. Il faut augmenter l'activité physique de la famille et améliorer les activités sédentaires. Il faut améliorer les habitudes alimentaires de la famille, comme je l'ai dit. Donc, il faut qu'ils sachent les connaissances. Il faut travailler avec les parents sur leurs connaissances, le choix des aliments, les quantités, même leur talent culinaire. Et avec un psychologue, il faut promouvoir le côté psychologique, la motivation. Il faut renforcer le rôle des parents parce que ici, c'est de la guidance parentale. On ne peut pas avoir les résultats sans agir un peu sur la conception, sur les habitudes des parents. Et tout ça, c'est en gardant à l'esprit qu'il faut prévenir ou ralentir le développement des complications. Voilà, chers participants, ce que j'avais à partager avec vous. Un petit commentaire sur cette image. Nous devons savoir que l'éducation nutritionnelle, ça commence dès le plus jeune âge. Donc, et nous devons vraiment travailler à cela pour que les parents vraiment nous y aident. Et il faut qu'on explique aux parents que lorsqu'on mange pour 2, il faut travailler pour 3. Voilà il m'a plu de partager avec vous. J'espère avoir été à la hauteur. Je vous remercie beaucoup pour l'attention et j'espère assez de questions. J'espère également des apports et merci.